Bonsoir très chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en ces moments, merci d'être là nombreux en train de suivre votre émission Temps Fort, l'émission qui a été conçue par la chaîne Télé7 dans le cadre toujours de vous satisfaire, de parler de la politique et les enjeux de l'heure. Et voilà, aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes face comme ça à un grand monsieur que vous allez découvrir tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Christopher Ngoyi Mutamba, il est président de l'administration congolaise de la voie maritime et aussi coordonnateur de la société civile. Que je m'en vais dire bonsoir Monsieur Christopher Ngoyi. Bonsoir Madame. En tout cas, nous sommes honorés d'être là ce soir dans ces beaux cadres qui est votre bureau, justement pour parler de la politique. Voilà, comme vous le savez, ou peut-être comme vous êtes déjà au courant, aujourd'hui, on fait l'informateur Kabouya, il va déposer, ou il a déjà déposé, le rapport final auprès du chef de l'État. Alors, quelles sont vos impressions par rapport déjà à ce qu'il a pu faire, à la consultation qu'il a pu réaliser avec certains partis politiques et regroupements politiques? Oui, nous pensons qu'il a bien fait son travail en ce qui concerne les partis politiques et les regroupements politiques. Mais le gouvernement n'est pas l'affaire des seuls partis politiques. Il y a également la société civile. Pourquoi? Parce que pour bâtir ce pays, on a besoin de tous les bras. Et je reste persuadé, convaincu, en même temps qu'au sein de la société civile, il y a des ressources humaines susceptibles de faire également mieux. Et il fallait recourir à ça parce que lorsqu'il a commencé sa consultation, il était bien indiqué qu'il allait aussi approcher des personnalités. Je crois qu'il en a tenu compte ou qu'il l'a fait d'une certaine manière. Mais il faudrait également que dans la structure du gouvernement, qu'on puisse réserver certains ministères aux acteurs de la société civile. Et pourquoi pas même la primature à la société civile, parce que les politiciens, on les a vus. Depuis toujours, c'est eux, on a vu. Et on peut aujourd'hui dire sans se tromper qu'ils accusent quand même certaines limites. Ils accusent quand même certaines limites et il faudrait chercher à faire mieux. Et il faudrait également considérer que cela relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, qui est le véritable chef du gouvernement, qui est le dépositaire ou le garant de la nation. Les structures qui s'émeuvent au sein de la sphère politique, pour ne pas dire sociopolitique, bon, il lui incombe de faire un bon casting à la dimension de ses ambitions ou à la dimension des attentes ou de ses promesses électorales. Voilà. Oui, dans son pouvoir, parlant de M. Kabouya, dans son pouvoir discrétionnaire, il va faire le choix... Le pouvoir discrétionnaire du président. Du chef de l'État, bien sûr, et lui, étant formateur, il a eu l'instruction auprès du chef de l'État, il va procéder au choix d'un premier ministre pour la formation du gouvernement. Et il a annoncé lors d'une sortie médiatique que le premier ministre sortira des l'UDPS. Êtes-vous de l'avis? Oui, logiquement, ça ne peut qu'être ainsi. Ça ne peut qu'être ainsi. Je dis bien logiquement. Mais je souligne encore que les questions ou cette question relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République.
Ouais. Voilà, alors d'après vous, quels critères ou soit le profil doit avoir un Premier ministre? Bon, le profil, le Premier ministre, c'est d'abord un chef d'orchestre, comme j'ai dit. Il doit, au-delà de la composition de l'orchestre ou du gouvernement, être en mesure d'élaborer pour chaque ministère un nouveau concept. C'est là que se matérialise le changement. Pour chaque ministère, un nouveau concept. Ce concept, bien sûr, il est tributaire du passé et de l'avenir possible où nous voulons amener le pays. Et l'exercice consiste à élaborer un nouveau concept pour chaque département, chaque ministère. Et puis, c'est de là que va découler les actions ou les actes que chaque ministère devra poser. On bâtit sur les faits, pas sur les discours. Et nous voulons que ce gouvernement soit ou enregistre à son actif des faits réels qui vont faire en sorte que les lignes bougent. Et de ce fait, il faudrait que le Premier ministre soit un homme d'action, un homme de terrain, qui connaît et qui maîtrise bien le terrain. Et ça ne soit pas quelqu'un qui va rester dans ses bureaux climatisés pour un simple administratif, quoi. Non, que ce soit un homme de terrain. L'aspect politique, oui, le président, il fait la politique du gouvernement. Mais le Premier ministre doit être un acteur de production, un acteur de construction. Et c'est cela son travail qu'il va faire pendant tout ce mandat. Et nous pensons que il doit aussi également être quelqu'un d'intègre, et très intègre même, parce que parmi les grands mots qui minent ou qui gangrènent notre système, c'est la corruption, le népotisme, c'est la distraction. Et aujourd'hui, le pays fait face à une guerre fratricide. Le Premier ministre, il devra articuler tous les mécanismes possibles pour mettre fin à cette guerre, qui fait partie des assignations ou des attentes primordiales du peuple congolais. Donc, bref, un Premier ministre, un homme conséquent, qui est dans le temps et qui prend la dimension de la responsabilité. La responsabilité en tant que nation, parce que cette guerre d'agression, c'est le monde entier qui nous agresse. Et il faut la mener à plusieurs niveaux. Elle est multidimensionnelle. Mais il faudrait qu'il y ait un Premier ministre qui comprenne tous ces enjeux-là, aussi bien géopolitiques que autres, et qui les maîtrise bien et qui sait également, en tant que chef d'orchestre, les agencer pour que la résultante donne le résultat que le peuple attend. Oui, M. Christopher Noyer, en vous écoutant religieusement, vous avez soulevé un point en disant que l'informateur devrait rencontrer tout le monde, ne devrait pas se limiter qu'avec les autorités peut-être politiques, il fallait aussi intéresser la société civile, s'il faudrait revenir en arrière. Et c'est quoi votre grand regret? Non, j'ai dit, je ne veux pas qu'il revienne en arrière. Mais j'aurais aimé que la société civile, en tant que telle, en tant qu'entité, puisse être également invitée, associée, puisse être approchée et puis qu'on puisse débattre. Parce que notre classe politique, bon, aujourd'hui, nous faisons ce qui s'est fait aujourd'hui. On l'a toujours fait. Mais malheureusement, nous allons peut-être
constater que il n'y aura pas de grands changements, parce qu'on connaît les comportements, on connaît les pratiques, les habitudes de notre classe politique. Et on n'est pas vraiment porté à servir la nation, et chaque classe politique a son clan, sa religion, et son autorité morale. Alors il s'active à satisfaire ces gens-là, et puis c'est tout. Mais entre-temps, les véritables, comment on les appelle, hommes d'État, ils sont rares dans les partis politiques. Et ça, c'est un constat, et le peuple observe. Le peuple observe parce que aujourd'hui, moi je peux vous dire que la situation sociale a atteint son paroxysme. Le peuple vit difficilement et il souffre. Et cela fait qu'il fonde maintenant beaucoup d'espoir dans l'action que va mener le gouvernement. Et le peuple sera impatient. Sera impatient. Donc il aura besoin de voir des résultats vite fait. Mais si on nomme des gens qui seront portés à ne servir que leur propre chapelle, en demandant au peuple d'attendre, moi je crois que le peuple risquera de se fatiguer d'attendre. Voilà, une fois qu'on va nommer un Premier ministre en son entrée en fonction, qu'est-ce qu'il doit avoir de priorité? Non, la priorité, c'est d'abord de stabiliser notre monnaie. Trivialement, stabiliser notre économie. Parce que nous avons une économie qui dépend trop de l'extérieur, extravertie. Et la priorité, aujourd'hui, le peuple ne vit pas. Il y a une souffrance qui ne dit pas son nom. Mais au nom de la patience, le peuple attend. Nous qui avons été sur le terrain pour battre campagne et tout, le peuple nous interpellait toujours pour nous dire toujours Koufa, toujours Koufanzala. Ça, ce sont des réalités qui sont palpables. Et on ne va pas continuer à demander à ce peuple de serrer encore plus la ceinture. Encore qu'il n'y a plus de trous sur cette ceinture. Bon, ça, c'est une priorité. La priorité de priorité, c'est celle-là. Deuxièmement, moi, je pense qu'on n'a pas d'infrastructure, en commençant par les routes. Le Congo, c'est un continent. Oui, aujourd'hui, nous avons nous avons la communication par téléphone et tout ça, mais il la perd, où il est encore toujours nécessaire que les gens se déplacent, que les biens se déplacent, et c'est cela même qui peut apporter la stabilité économique. Si à Kinshasa, si on ne sait plus circuler, qu'en est-il de l'intérieur du pays? Ça, c'est des réalités qui ne peuvent pas attendre. Qui ne peuvent pas attendre, il faudrait qu'ils s'appliquent rapidement. J'ai parlé de la guerre de l'Est. Il va sans dire que tous ces déplacés-là, les gens qu'on a chassés de leur maison, et tout, ils doivent rentrer vite dans leur maison, c'est là où ils vivraient mieux. Alors, ce que nous avons constaté aussi, en parlant des critères, c'est purement politique. On ne prend pas compte des besoins de la population ni de la compétence de la personne même qui sera choisie comme Premier ministre. Malheureusement. Alors, d'après vous, comme vous êtes à la tête de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme... Nous sommes société civile, bien sûr. Oui. Nous avons toujours été partenaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Pourquoi? Parce que dans le projet de société de l'UDPS, il y a l'aspect démocratie et progrès social qui se trouve en bonne place dans les fondamentaux de la société civile. Et voilà, pour revenir à votre question, vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut.
Oui, qu'est-ce qu'il faut, dès temps que vous êtes à la tête de la société civile, qu'est-ce que vous allez faire comme effort, peut-être que pour cette fois-ci, que les choses s'améliorent ou changent vis-à-vis de celui qui sera à la tête, peut-être celui qui sera choisi comme Premier ministre? Bon, tout dépend. Si il nous approche, nous allons apporter en tant que syndicat. Il y a certaines actions que nous menons en tant que syndicat, et dans chaque secteur d'activité, il y a toujours des syndicats, des organisations. Lorsque j'ai parlé des concepts, ces concepts-là sont tirés de chaque secteur d'activité. Et nous allons aider ou l'aider à élaborer à travers une bonne prospective des concepts pour chaque domaine d'activité et proposer des actions concrètes qui doivent être menées maintenant, donc à court et à long terme, pour que on voit que le changement soit perceptible, soit évident. Oui, alors sera-t-elle à même de relever le défi qui attend le Congolais, par exemple déjà sur la question sécuritaire? La RDC va-t-elle sortir réellement de la crise sécuritaire? Est-ce que ça sera la priorité des priorités du Premier ministre pour l'instant? Oui, madame, cette crise sécuritaire, on doit mieux lire son origine ou son fondement. On nous agresse parce qu'il y a des pays qui savent qu'il y a du jus au Congo et qu'il faut tirer ce jus-là. Et ils tirent, ils développent leur pays. Ils en font leur affaire. Et si on met fin à cette guerre, c'est-à-dire ce qui est tiré là, qui va à l'extérieur pour faire le bonheur des autres, pourrait faire le bonheur des Congolais. Il y a un aspect d'intérêt, il y a un aspect économique. Ça va apporter beaucoup pour notre économie, et même notre budget pourrait aller au-delà de 16 milliards. Et ça peut être même une garantie pour pouvoir lever des fonds plus importants qui peuvent servir à investir dans différents domaines. Parce qu'aujourd'hui, si on a tous ces gisements-là, qui sont faciles à évaluer et qui ont une valeur, qui peuvent être même cotés en bourse, on peut lever des fonds. Là, je parle sur le plan typiquement affaires. On peut lever aussi beaucoup de fonds. Et cette guerre, ce n'est pas seulement pour la paix. On veut bien la paix, bien sûr. Mais au-delà de la paix, il y a beaucoup de ressources que le Congo va tirer et qui peuvent contribuer à l'épanouissement, tant social qu'économique. Alors, en parlant toujours de la crise sécuritaire, nous avons vu le chef de l'État qui a rencontré différents chefs coutumiers par rapport à l'agression de Kwamout et puis Bandundu pour trouver une solution peut-être pour restaurer la paix dans ces secteurs. Alors, est-ce qu'il va réussir ou nous allons toujours demeurer dans cette phase de l'insécurité grandissante dans notre pays? Bon, moi je crois qu'il y a une défaillance. Vous savez, la sécurité, pour la conjurer, l'insécurité pour la conjurer ou y mettre fin, il y a l'implication des services de renseignement. Nos services de renseignement ont l'avantage de sentir à distance, de permettre au gouvernement de sentir que non, là, il y a déjà un danger qui couvre et de pouvoir anticiper. Et même de
pénétrer, mener des enquêtes ou des analyses infinitésimales pour comprendre les méandres et maîtriser la source même des conflits. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, c'est un conflit tribal, c'est un conflit des terres, c'était ceci. Donc, on n'arrive pas à bien circonscrire ce conflit-là. Alors que le fait de le circonscrire ferait en sorte qu'on puisse envisager des mesures ou des dispositions adéquates pour y mettre fin. Oui, les chefs coutumiers ont une implication dans la vie de la société. C'est une des instances de pouvoir. C'est une des instances de pouvoir. Mais il faut maîtriser maintenant combien d'instances de pouvoir existent-il, à part le pouvoir politique. Il y a plusieurs instances de pouvoir. Et toutes ces instances de pouvoir-là, au Congo, sont en faillite. Il n'y a que le pouvoir politique qui trône. Toutes ces instances de pouvoir-là sont en faillite. Et puis, il faut bien les maîtriser. Et pour mettre fin à cette guerre, il faut avoir une approche globale. Il faut l'implication de toutes les instances de pouvoir. Savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire quel est le concept qu'il faut appliquer ou adopter pour chaque instance de pouvoir. C'est l'ensemble-là qui fera que on va constater qu'on a tiré maintenant des grandes résolutions qui feront que, à tous les niveaux, qui seront implémentées à tous les niveaux, et vous allez voir que la guerre va se terminer. Mais c'est quoi l'origine de cette guerre? C'est quoi? Parce que eux tous, je pense qu'ils sont dans un même territoire. Alors, le conflit vient d'où exactement? Bon, le conflit dans un même vient de la crise de coexistence. Oui. Et si on pousse encore plus loin, vous allez trouver que il y a un problème d'argent. Un problème d'argent. Il y a certaines communautés qui sont établies sur le sol appartenant à d'autres communautés. Et depuis toujours, ils ont des sommes d'argent qu'ils donnent, qu'ils rétribuent, des rétributions à faire auprès des chefs de ces communautés-là. Mais il s'est fait que les communautés, s'étant établies sur le sol d'autrui, sont devenues plus nombreuses et ont cherché à s'imposer, à annuler même de pouvoir ces droits-là dévolus aux propriétaires terriens. Et ils ont même cherché à organiser aussi leur pouvoir ancestral. Et c'est ce qui a créé des frictions qui se sont répandues. Et lorsque il y a un conflit qui éclate, il entraîne aussi le développement de toutes les rancœurs qui ont toujours existé et qui créent la déflagration. Et le conflit prend l'ampleur. Et ça, c'est des choses qui pouvaient être prévisibles, évitées, si les services de renseignement, si l'administration fonctionnait correctement. Ok. En parlant de la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Alors, cela fera en sorte que le pays puisse reculer, ou tout d'abord, êtes-vous pour ou contre cette levée moratoire sur Moi, je vais commencer d'abord par savoir si le pays va reculer ou va avancer. Voilà. Est-ce que ça va... Aujourd'hui, nous avons un problème. Oui, nous avons un problème. Cette gangrène, cette guerre-là. Oui. Si on la termine, le pays va avancer. Et pour terminer cette guerre, il faut combattre les causes
qui concourent à sa pérennisation. Parmi les causes, il y a la traîtrise, il y a la corruption. Parmi les causes, il y a l'impunité. Tous ces traîtres qui foisonnent dans notre armée, qui foisonnent dans notre système politique, ce sont des substances qui font que la crise perdure, elle ne finit pas. Et tous ces gens qui s'adonnent à cœur joie à la trahison, à la traîtrise, ils ont la garantie qu'en le faisant, ils ne risquent rien en ce qui concerne de leur vie. Ils ne risquent pas de leur vie, mais ils exposent la vie des autres. Et c'est l'impunité. Et à chaque mot, il faut des mesures. Lorsqu'on est en guerre, il y a des mesures qu'on prend pour mettre fin à cette guerre. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'effort de guerre. Ce sont des dispositions extraordinaires qu'on arrête, par exemple au niveau des contribuables ou au niveau des entreprises publiques ou autres, à pouvoir disponibiliser des ressources pour mettre fin à cette guerre. Il faut aussi prendre des dispositions pour discipliner l'armée. C'est ainsi que vous voyez, il y a toute une cour qui est à côté du front là-bas. Un militaire qui fuit le front, il est arrêté et passible d'une peine. Un militaire qui trahit ses camarades, trivialement, il trahit aussi le pays. Il doit être arrêté et passible d'une peine. C'est cette panoplie de mesures-là qui peut faire en sorte que la guerre se termine et que nous puissions avancer, parce que vous avez demandé, cette mesure va nous permettre d'avancer ou pas. Et moi, je considère que cette mesure-là, c'est une mesure parmi tant d'autres qui sont prises ou qui doivent être prises pour combattre les maux qui minent notre pays, les maux qui concourent à amplifier cette guerre. Il n'est pas à démontrer aujourd'hui que notre pays est complètement infiltré. Il y a eu plusieurs vagues d'infiltration à travers les brassages, les mixages et tout ça. Mais tous ces gens-là, à qui nous avons fait confiance, mais ils s'illustrent par la trahison. Et ils les tuent sans hésiter. Pourquoi on cherche à considérer que les Congolais qu'on tue par milliers comme des animaux n'ont pas de valeur? Leur sang n'a pas de valeur. N'a la valeur que ce qu'on attrape là. Oui, nous disons bien sûr que la vie humaine est sacrée. Et si cette considération était de mise depuis toujours, on n'aurait pas enregistré plus de 10 millions de morts. C'est-à-dire qu'on a désacralisé plus de 10 millions de fois. On a désacralisé. Et c'est pourquoi, pour résoudre ce problème, on lève la suspension de la peine de mort. On doit l'appliquer, ne serait-ce que pour cette période, afin de remettre de l'ordre. Mais les autorités doivent quand même exécuter cette peine de mort avec... Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Oui. Autant nous, société civile, oui, également défenseurs des droits humains, nous avons la peine de voir que les autorités soient obligées ou contraintes à recourir à cette peine de mort-là. Autant nous sentons notre obligation de nous lever, de faire rail avec toutes ces procédures qui seront engagées, de suivre la manière dont cela va, les procès vont se dérouler pour éviter l'arbitraire. Parce que l'arbitraire, personne n'accepterait l'arbitraire. Personne n'accepterait l'arbitraire. Mais en ce moment, pour distribuer notre armée, pour sévir, punir aussi ceux qui se donnent l'outrecuidance de faire tuer les Congolais, de faire exploser le Congo, ou la sécurité même du pays, eh bien, ils doivent subir une sanction à la hauteur ou à la dimension des faits qu'ils ont posés contre la République. Et parlant de toujours, restons dans cette levée
du moratoire. Nous avons vu le président, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui est dans la rébellion, soit qui s'est infligé dans cette rébellion. Est-ce qu'un jour, il peut être fier de retourner dans son pays et puis peut-être présider encore dans une grande structure, peut-être dans quelque chose d'assez important, peut-être présider encore peut-être dans la tête par exemple de la CENI ou... Quelle CENI? Ici à Omongo? Oui, par exemple, non, madame, ou arrêtez, arrêtez. Revenir... Moi, Nangaa, excusez-moi de ne pas vous laisser terminer. Oui. Nangaa, c'est un fulbicier. C'est un aventurier des grands chemins. Moi, je n'ai jamais cru en lui. Je n'ai jamais cru en lui. C'est quelqu'un qui a un sens très élevé du mercantilisme. Mais malheureusement, c'est celui-là. Par quelle magie, par quel moyen, par le même mécanisme, vous a été imposé comme président de la CENI. Pour lui, ce qui importait, c'était quoi? Tirer son épingle du jeu. Et à chaque coup, il l'a fait. Mais lorsqu'il a vu qu'on lui a retiré les titres de propriété sur certaines concessions minières, pour lui, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'il a toujours vécu pour ça, pour l'argent. Et c'est pourquoi il est allé faire ce qu'il est en train d'entreprendre. Et il l'a tué. Aujourd'hui, il a le sang sur ses mains. Il a le sang sur ses mains. Ça serait une insulte de penser ou d'imaginer qu'un jour, il peut revenir pour occuper encore la tête d'une institution. Non. Non. C'est impossible. Madame, c'est vraiment impossible. J'entends les gens dire oh non, ça peut provoquer la haine. Nangaa, il vivait dans ce pays. Même après avoir réalisé certaines élections chaotiques. Personne n'a attenté à sa vie. Il vivait dans ce pays. Et maintenant qu'il a choisi lui-même, librement, d'aller dans la rébellion, tout en sachant que lorsqu'on entreprend dans ce secteur-là, on tue des innocents. Tous ces innocents qui se sont décimés à l'Est là-bas. Tous ces déplacés-là qui meurent de faim. Toutes ces femmes violées. Mais c'est sur son dos. Et un monsieur comme ça, vous pensez que, à moins qu'on soit amnésique, à moins qu'on soit, comme on a toujours dit, que nous sommes distraits, pour la société civile, la RDC, il ne reviendra plus jamais ici. Oui. Et il n'est pas question de négocier avec les M23, pour leur concéder quoi que ce soit. On a déjà fait des négociations et tout. Moi, je crois que maintenant, là, le peuple pense qu'il faut qu'on fasse la guerre. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester, vont rester. Okay, alors, mais ils vont vivre en toute dignité. Donc il y aura des sérieuses condamnations pour ceux qui ont rejoint le groupe 123, que ce soit même nos politiques que nous connaissons. Il y a même un membre aussi de l'UMLC qui a rejoint aussi le 123. Et je crois qu'il faut. Il faut ces gens de condamnation. Il faut, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas traverser. Lorsque ils ont droit à la vie, et les Congolais, les milliers de Congolais, là, vous pensez que ces gens qui n'avaient pas droit à la vie, quand on vous dit qu'on a tué plus de 10 millions de Congolais, donc ils n'avaient pas droit à la vie, alors arrêtez ça. Et puis on n'est pas les Nangaa. J'ai beau expliquer ici que l'amour du prochain, c'est ce qu'on appelle à l'Orient là-bas la non-violence. Et Gandhi, dans un livre intitulé Lettre à l'Ashram, c'est-à-dire parmi les enseignements qu'il a adressés à des groupes de formation qu'il encadrait, il expliquait que la non-violence ou l'amour du prochain n'est pas un renoncement à la lutte contre le mal. C'est une lutte aussi rigoureuse que la loi du talion, et pour elle, dent pour dent,
contre le mal. Et on ne peut pas accepter ou être complaisant avec des gens qui tuent des gens, ceux qu'on aime, qui tuent des paisibles citoyens et tout ça. Nous sommes des défenseurs des droits, nous sommes des défenseurs de ces gens-là. Mais quand il y a des bandits qui se lèvent pour les tuer afin de justifier certaines revendications, mais ces gens, nous pensons que si l'occasion se prête, on doit les exécuter. Ah oui. Même les États-Unis, les champions des droits de l'homme, ils appliquent la peine de mort jusqu'à aujourd'hui. Je comprends qu'il y ait des inquiétudes pour dire qu'il ne faudrait pas que ça soit, que ça puisse dégénérer ou qu'il y ait des abus. Oui, nous allons veiller pour qu'il n'y ait pas d'abus. Mais cette peine, cette résolution doit être appliquée. Oui, et ça permettrait aux gens de raisonner deux fois. Quand ils traversent la ligne rouge, c'est en toute responsabilité. Oui, parce que les actes qu'ils posent là, c'est des actes irréparables. Aujourd'hui, on décime les gens. Est-ce qu'on va les ressusciter un jour? Non, c'est sérieux. Oui, nous sommes au mois de mars, le mois qui est consacré aux droits de la femme. Cette femme qui est atrocement violentée, agressée dans cette guerre que nous sommes en train de vivre actuellement à l'est du pays, que ce soit même à Kouamoutou. Est-ce que vous avez un mot à adresser à ces femmes? Peut-être qu'ils vous suivent aussi. Oui. J'ai beaucoup à dire. Nous naissons des femmes. Chaque être humain est né d'une femme. S'il faut parler de naissance normale. Et la femme, elle est notre géniteuse. Elle nous accompagne tout le long de notre vie jusqu'à notre extinction. Elle occupe une place incommensurable dans notre structure mentale. C'est elle qui nous apprend l'amour, c'est elle qui nous apprend à parler. C'est elle qui nous apprend à être responsable. Et lorsque une agression vise la femme, c'est-à-dire on porte atteinte à l'essence même de la société. Et c'est difficile à réparer ça. Ça, c'est difficile à réparer. Ce sont des plaies qui ne peuvent se cicatriser qu'après des siècles. Alors, imaginez le tort qu'on pose à nous, à notre société. Et en retour, pour nous qui pensons que la femme doit être réhabilitée, eh bien, cette réhabilitation-là doit pousser tous les niveaux de responsabilité à faire en sorte que la femme, partout où elle est, qu'elle soit honorée, qu'elle soit choyée. C'est ce qui, un temps soit peu, va la remettre en confiance. Et c'est cela, bâtir ou reconstituer le socle de notre société. Donc, le peu que je puisse dire, c'est le mois de la femme se termine. Il y a eu beaucoup d'activités. Je remercie la femme congolaise, surtout d'avoir porté très haut le message de l'agression à l'Est. J'ai vu qu'elle a défilé en noir. Et ce message est allé très loin. Et est allé aussi très profondément dans nos cœurs. Et nous pensons que nous compterons toujours avec la femme, comme nous l'avons toujours compté avec la femme. Oui, nous sommes en train de chuter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
quelque chose à ajouter, c'est aux Congolais. Nous sommes à un moment où les fluctuations politiques, les spéculations prennent le dessus sur toutes les autres considérations. Des fois, on nous pose la question. La question fuse là où la guerre est en train de sévir. Où les gens vous disent que nous ne pouvons pas, nous ne savons plus tenir, même un seul jour, on ne sait plus tenir. Et ça fait mal. Je pense que nous sommes une nation. Lorsqu'une partie de la nation est en difficulté, cela devait se faire sentir. Dans nos rues ici. Pas seulement quand on manifeste, mais dans notre façon de nous comporter. Et ça, autant pour les politiciens que pour chaque Congolais. Pas seulement se limiter sur le geste, non. C'est dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous comporter. Il faut qu'on soit conséquent. Il est temps maintenant que le Congolais puisse réaliser que la menace ou la guerre injuste qui nous est imposée, c'est pour nous rendre esclaves. Et si nous n'en sortons pas vainqueurs, nous sommes condamnés à l'esclavage. Et pour vaincre, cela implique qu'on ne soit plus distrait. Cela implique l'implication de tout le monde, de chaque citoyen. Et on doit rester debout, on doit être très vigilant. Je crois que la victoire est certaine. Et voilà, c'est par ces mots, la victoire est certaine, que nous mettons à terme à cette émission Temps fort. Vous avez constaté, c'était un temps fort avec M. Christopher Ngouei, qui est le coordonnateur de la société civile en République démocratique du Congo. Très chers fidèles téléspectateurs, restez branchés sur votre chaîne de télévision TLC, la chaîne des prédilections. Quant à moi, retrouvez-moi prochainement avec le même plaisir. Au revoir.